Alors bonjour, aujourd'hui nous allons voir les angiopathies diabétiques qui sont des complications dégénératives. Les complications vasculaires du diabète se divisent en deux entités distinctes mais qui peuvent être intriquées. Nous avons d'une part les microangiopathies qui sont spécifiques au diabète et qui résultent de l'agression directe de l'hyperglycémie sur les capillaires via plusieurs mécanismes que nous détaillerons plus tard. Les macroangiopathies d'une autre part correspondent à une athérosclérose accélérée avec des plaques plus inflammatoires et plus thrombogènes. Donc il va falloir noter ces différences entre épaississement de la membrane basale versus infiltration lipidique de l'intima. L'hyperglycémie chronique donc active quatre voies pathologiques majeures. La première voie, c'est la voie des polyols qui va donner la conversion du glucose en sorbitol, ce qui va entraîner un stress osmotique et une déplétion en myoinositol, perturbant le signal calcique dans les nerfs et les péricytes. Le deuxième mécanisme, c'est en relation avec les acides gras essentiels qui vont se lier de manière irréversible aux protéines matricielles. Ceci va donner une rigidification de la membrane basale. Troisièmement, nous avons le PKC-bêta qui va stimuler le facteur de croissance de l'endothélium vasculaire, dit VEGF, qui va augmenter la perméabilité vasculaire, un mécanisme central dans l'œdème maculaire. Et enfin, le dernier mécanisme, c'est le stress oxydatif qui va inactiver le monoxyde d'azote et qui générera des radicaux libres majorant l'ischémie tissulaire. Alors, la rétinopathie diabétique illustre parfaitement cette séquence lésionnelle microangiopathique. Nous avons l'hyperglycémie qui va entraîner d'abord une apoptose des péricytes. Les capillaires dilatés forment des microanévrismes qui vont s'occlure, créant des zones d'ischémie. L'hypoxie qui en résulte stimule le VEGF, conduisant à une néovascularisation fragile. Nous avons un examen qui dit la tomographie par cohérence optique, qui permettra de quantifier l'œdème maculaire, tandis que l'angiographie identifiera les territoires ischémiques. Ce sont deux examens complémentaires qui vont guider le traitement ou par anti-VEGF ou par laser. La néphropathie diabétique, quant à elle, débute par une hyperfiltration glomérulaire médiée par la dilatation de l'artériole afférente via l'angiotensine 2. Histologiquement, on observe une accumulation de matrices mésangiales et des dépôts hyalins dans les artérioles. Cliniquement, la microalbuminurie apparaît dès que 30% des glomérules sont atteints. La bandelette urinaire, bien que peu sensible des fois en dessous de 30 mg par décilitre, reste utile en première intention. Le seuil de 30 mg justifie une confirmation par dosage quantitatif. Un ratio albuminurie sur créatinurie supérieur à 3 mg par millimol confirme le diagnostic. La neuropathie diabétique combine une atteinte métabolique directe et une ischémie chronique. Le sorbitol altère la conduction nerveuse en réduisant le myoinositol, essentiel à la pompe Na+K+ATPase. Parallèlement, nous avons la microangiopathie des vasa nervorum qui induit une dégénérescence axonale distale. Le monofilament d'Ig évalue les petites fibres qui vont donner le risque d'ulcère, tandis que le diapason teste les fibres myélinisées de gros calibre. Ces tests sont complémentaires. Un patient peut avoir une perte vibratoire isolée confirmée par le diapason avant l'apparition d'une insensibilité au monofilament. Contrairement aux microangiopathies, les lésions macrovasculaires associent dyslipidémie et insulinorésistance. Les plaques diabétiques sont plus inflammatoires, avec une augmentation de l'interleukine 6 et de la CRP, et moins stables en raison d'une capside fibreuse amincie. Le dépistage repose sur plusieurs explorations plus ou moins invasives, par exemple l'échodoppler avec un seuil pathologique d'épaisseur intima média supérieur à 0,9 mm, qui est un marqueur prédictif d'événements cardiovasculaires. Alors, nous passons au volet surveillance. Donc, comme on l'a vu, ces complications peuvent survenir à n'importe quel moment, d'où la nécessité de réaliser cette surveillance de façon continue et systématique. Nous commencerons par le fond d'œil. Un fond d'œil sera fait systématiquement dès le diagnostic de diabète de type 2, puis continue de façon annuelle. Quant au diabétique de type 1, il sera fait initialement après 5 ans du diagnostic, puis continue tous les ans. L'OCT n'est pas systématique, elle sera faite si indication par l'ophtalmologue ou devant une baisse de l'acuité visuelle. Concernant la néphropathie diabétique, le bilan biologique par créatinine et urée pourra être fait tous les 6 mois. L'albuminurie sera faite annuellement ou selon l'exploration clinique ou l'examen clinique. Concernant l'examen neurologique, il sera fait à chaque consultation
Généralement, la consultation se fera tous les 3 mois ou tous les 6 mois si le patient est équilibré. Et donc, l'examen neurologique sera fait par l'évaluation de la sensibilité, des fibres motrices, mais aussi des réflexes. Donc, ces évaluations seront bien sûr individualisées selon le patient et selon son hémoglobine glyquée. Donc, nous passons ensuite à l'équilibre glycémique. Donc, comme on l'a vu, l'hémoglobine glyquée est un paramètre qui sera refait tous les 3 mois. Donc, généralement, il peut être fait initialement tous les 3 mois. Si le patient est équilibré, on pourra même la réévaluer tous les 6 mois. Ne pas oublier qu'il faut aussi évaluer les facteurs de risque cardiovasculaire chez le patient diabétique, évaluer le tabagisme, la consommation d'alcool, l'activité physique, l'alimentation. Et bien entendu, nous pourrons viser des objectifs, par exemple tensionnels assez stricts pour diminuer le risque cardiovasculaire, un objectif LDL dépendamment du risque cardiovasculaire, inférieur à 0,7 si le risque cardiovasculaire est élevé, inférieur à 0,55 g par litre si le risque cardiovasculaire est très élevé, et bien entendu, faire baisser la consommation de sel, mais aussi de sucre. Ne pas oublier qu'il y a des traitements préventifs qui permettent d'éviter l'évolution de certaines complications, notamment la néphroprotection. La néphroprotection se fait par le mode de vie, comme on l'a dit, par le contrôle de la tension artérielle, la consommation de sel, mais aussi la diminution de la consommation de protéines. Mais il y a aussi des traitements pharmacologiques, notamment par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou les ARA2, mais aussi les nouvelles molécules, notamment les inhibiteurs SGLT2 qui sont réputés pour avoir un effet néphroprotecteur mais aussi cardioprotecteur. Donc, il ne faut pas oublier bien sûr les mesures mécaniques concernant les complications du pied diabétique, une chaussure adaptée avec une bonne hygiène du pied et une surveillance continue. Merci.